Ils gagnent quoi? Ils gagnent nos matières premières, ils gagnent des terrains favorables, ils gagnent l'exploitation des pétroles. Ok. Mais ces officiers supérieurs hiérarchiques congolais qui ont donné l'ordre de massacre, qui sont-ils? Parce qu'il y a toute la confusion quand on donne l'ordre d'aller massacrer sa population. On parle maintenant de Congolais. J'ai suivi un procès à Minova, des militaires congolais qui avaient violé il y a 2 ans. Mais vous voyez des gens de la cour militaire qui étaient là, qui étaient en train de juger. Vous voyez 2 têtes qui étaient là, c'était des Rwandais. Pendant le procès, vous les voyez rire, comme si ça les intéressait, pas comme si ça les amusait. Mais le danger. Et il y a aussi dans le rapport que nous avons ici, vous avez, on est entouré de documents, des témoignages de soldats, des FARDC, des Congolais, qui disent clairement qu'il y a eu un groupe dans notre armée qui a été envoyé pour massacrer la population, et chaque soldat congolais qui a mené une tête d'une personne décapitée recevait la récompense de 250 €. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes encore avec Zebla Congo, Zebla Congo, surnommé combattant intelligent par les internautes. Bonjour Zebla Congo. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour à tous nos téléspectateurs. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Oui, merci, je me porte très bien, merci. Je suis en pleine forme. Votre dernière vidéo par rapport, intervention par rapport à l'abraliment a suscité beaucoup de réactions partout à travers le monde. Vous-même, si on vous demandait votre sentiment. Je suis content que les gens aient suivi avec attention, et d'ailleurs c'est même l'objectif que nous poursuivons en présentant nos réflexions, nos recherches, nos émissions. C'est plus faire prendre à nos compatriotes congolais conscience de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs, faire voir le danger que notre pays court. Mais vous savez, pour que les gens réclament leurs droits, ils doivent les connaître. C'est ce que nous faisons, on leur fait connaître leurs droits, ce qui se passe chez nous, pour que chacun de nous prenne sa part de responsabilité. Je veux même résumer par un adage que j'ai lu une fois dans un ouvrage. Il y avait un incendie dans un village et la population était évacuée, tout le monde fuyait, personne ne regardait en arrière. Mais il y avait un oiseau qui chaque fois allait, à partir de son bec, prendre un peu d'eau pour aller jeter, pour essayer d'éteindre l'incendie. Alors les gens ont trouvé que c'était ridicule. Après il leur a dit, au moins moi, j'ai fait ma part. Comme s'il voulait dire, si tout le monde faisait comme moi, l'oiseau, vous les humains, peut-être on aurait maîtrisé cet incendie. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Tout ce que nous faisons, Pasteur Bobo, je fais ma part comme vous faites votre part. Et si chaque Congolais peut prendre responsabilité, faire sa part, je crois qu'on arrivera à trouver une solution au problème de notre pays. Mais Zebla Congo, on le suit, l'abraliment n'est pas la seule multinationale à proférer du flou juridique et sécuritaire dans notre pays. Où il y a même, on dit, l'inexistence de l'État. Mais on a beaucoup de multinationales. Pourquoi ça prend seulement, uniquement à l'abraliment? Qui est derrière vous? Est-ce que vous êtes contre l'abraliment? Si on veut faire une réflexion, il faut toujours commencer quelque part. On avait le dossier de l'abraliment, on pouvait commencer par d'autres, mais ça nous a intéressé de faire réfléchir et commencer par là. Et vous avez vu que depuis que nous avons passé l'émission, l'abraliment n'a pas réagi. Peut-être les responsables sont un peu conscients de ces enjeux, mais l'intention, ce n'était pas de s'en prendre à l'abraliment comme tel, mais à s'en prendre à ce flou juridique, à tout le système qu'il y a dans notre pays. Vous savez, l'abraliment continue maintenant, même après notre émission, à faire campagne, à présenter les rizières et d'autres activités qu'ils font, par exemple avec leur fondation. Mais pour nous, ça reste insuffisant. On sait ce qui est caché derrière. Et en plus, si on veut donner ce détail, il y a ce qu'on appelle des groupes d'intérêts qui sont par rapport à l'abraliment, c'est-à-dire ceux qui ont leurs intérêts, les actionnaires et aussi le gouvernement. Et la population, l'abraliment, là, mélange les groupes d'intérêts et les groupes de consommateurs qui sont maintenant derrière l'abraliment, c'est-à-dire le gouvernement, la télé, les médias qui devraient normalement contrôler les activités. Et à partir de l'abraliment,
on va essayer de réfléchir sur d'autres multinationales. Parce que quand on parle de la Bralima, les multinationales, actuellement, on ne peut pas se passer de la situation de notre pays. Les rebelles, la guerre, les massacres. Quand on a parlé de la Bralima, ce qui nous a intéressé, c'était le protocole d'accord avec le M23. C'était la collaboration avec le CNDP. C'était aussi le fait qu'on a constaté que dans la partie Est, les camionneurs de la Bralima qui devaient passer le checkpoint, le point de contrôle, avaient de l'argent liquide qui devaient payer aux rebelles, par exemple, quand on a un point de contrôle, parce qu'ils demandent de l'argent. Mais d'où venait cet argent? Quand on donne de l'argent aux camionneurs, on donne combien? S'il y a 3, 4, 5 points, il n'y a pas de quittance, donc il n'y a pas de facture. Quelqu'un qui se promène avec des casiers de billets, on lui donne l'argent pour payer aux rebelles. Il paye combien? Si vous lui donnez 500 $, il vous dit qu'il a payé 500 $ alors qu'il a payé 100. Il y a un autre checkpoint, il faut encore qu'il paye. Donc il y a aussi ce problème de l'argent qui circulait comme ça chez les camionneurs. Il y a trop de flou. Nous, on a ramassé tout ça et on a vu qu'il y avait d'autres sérieux problèmes après. Puisque vous avez dit qu'il y a d'autres multinationales, on laisse personne de côté. Actuellement, par exemple, il y a le problème de la Soxine ou Socfin, qui fait partie du groupe Bolloré, qui sont installés dans le Kasaï, au territoire de Kapianga. Ils ont près de 20 000 hectares qu'ils ont obtenus aussi frauduleusement dans l'accord avec le gouvernement congolais. Mais maintenant, ils veulent passer de 20 066 hectares à 210 000 hectares. C'est-à-dire quand on donne ce genre de territoire à une multinationale, ça suppose qu'ils prendront de l'espace aussi habité et habitable. C'est-à-dire qu'il faut déloger les gens, il faut les expulser même. Mais qui va le reloger? Et puis, céder à une multinationale 210 000 hectares, Pasteur Bobo, ça fait à peu près 20 fois la ville de Paris. C'est-à-dire, ils vont faire quelles activités? Ils vont créer combien d'emplois? Et la population, qu'est-ce qu'on en fait? Et le même groupe qui fait partie du groupe Bolloré, Socfen, a eu un problème en 2013 parce que les travailleurs se plaignaient des conditions de travail. Mais au lieu de remplir la revendication, certains ont été emprisonnés. Mais sachez que quand on va déloger les gens, il y a des enfants qui seront malades, il y a des gens qui vont mourir de la famine, déjà on n'a pas assez d'emplois. Et vous voyez que le gouvernement ne regarde pas sa population et les multinationales sont vraiment en fait de notre pays, vraiment leur proie facile. Il y a d'autres sociétés comme la Brabanta, et vous connaissez aussi l'affaire de Soko pour le parc de Virunga. On cède comme ça 85% de parcs. Là, il y a un problème de faune et de la flore. Ils vont massacrer les animaux et on tue les gens tout le jour parce qu'il y a du pétrole. Mais comment on peut céder tout un parc alors que le parc et les animaux, la faune, la flore, c'est important pour un pays? Vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes qui sont mêlés pour les multinationales. Et quand on a parlé d'Abralima, on a parlé aussi des contractors, c'est-à-dire des sociétés de sécurité privées qui sont aussi des multinationales. Mais eux viennent pour le problème de mercenariat, pour la vente d'armes. Et ça fait bien que la guerre continue à l'Est pour eux. Parce qu'il faut faire massacrer les gens. Et pendant ce temps-là, eux, ils donnent des entraînements à nos policiers, à notre armée, à d'autres milices, et ils sont en train de vendre leurs armes. Donc Bralima n'est pas la seule, c'est vrai. Mais il y a d'autres multinationales et nous apprenons à tout le monde, pas seulement la Bralima. D'autres se posent la question pourquoi Zéblé Congo ne cite pas le plus grand concurrent de la Bralima. Est-ce que parce que quand vous citez la Bralima, c'est la concurrence qui en profite. Eux, ils ont des mains vraiment propres. La Bralima a des mains trop sales par rapport au Congo. Non, 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 nous ne sommes pas venus pour faire la publicité, Pasteur Bobo. Nous ne parlons pas de la Bralima. Excusez-nous. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Nous ne parlons pas de la Bralima par rapport à l'autre brasserie. Nous parlons de la Bralima comme multinationale par rapport à la situation du Congo et par rapport aux autres multinationales. Et nous ne devons pas nous concentrer seulement sur la brasserie. Et l'autre, là, eux, ils n'ont pas de problème. Nous ne parlons que des éléments dont nous disposons. Si nous disposons des éléments compromettants, quelle que soit la brasserie, quelle que soit la société, on en parlera. Comme maintenant nous disposons de dossiers d'autres multinationales comme Socfin, on en parle. Comme nous disposons de dossiers sur la Soko, qui est un problème sérieux à l'Est, ça fait des morts tout le temps, même les directeurs de parc a failli laisser sa peau, on en parle. Comme nous disposons aussi de dossiers sur notre police nationale, qui quelque part a créé une brigade depuis 2002,
qui commence à être une activité lucrative pour la police, ça s'appelle la police de garde, qui eux travaillent avec des sociétés de sécurité privées qui sont des multinationales. On en parle aussi. Mais là, pour ne pas vous couper la parole, là, vous allez un peu plus loin. Vous accusez le gouvernement. Or, le gouvernement accuse par exemple, Moïse Katumbi qui recrute des mercenaires pour déstabiliser le pays. Mais ici, vous accusez le gouvernement lui-même qui recrute ou qui utilise son armée comme police de garde pour protéger les tueurs, les criminels, les multinationales qui pillent notre pays moyennant des sous. C'est un problème important parce qu'on a accusé Moïse Katumbi, comme vous l'avez dit, de recruter des mercenaires. C'est très bien, c'est comme ça que j'ai dit, on parle un peu de cette police de garde. La police de garde a été créée juste pour protéger les industries, les industriels, c'est-à-dire les barons de ces industries, mais moyennant rémunération. Il y a un problème. Comment la police peut être rémunérée pour assurer le contrôle? Mais on dit que cette police de garde qui a été créée depuis un certain temps, c'est un corps à part. Il y a des officiers. Mais cette police n'assure pas la sécurité de la population. Donc ce qui importe pour l'État, c'est ces industries, ces multinationales qui doivent être protégées et c'est pas trop des investisseurs. En plus, il y a un problème parce que au départ, les industries étaient protégées par des vigiles. Donc on a dit la fois passée, la loi dans notre pays ne permet pas aux vigiles de porter les armes. Et d'où là nous rejoignons le mensonge de Mende qui avait dit, vous savez, après la répression de la marche de 2015, janvier 2015, que ce n'était pas la police qui avait ouvert le feu sur les gens, c'était les vigiles. Donc Mende est un grand menteur. Et ça, c'est un mensonge personnel et un mensonge d'État. Alors, ils ont dit au départ, avec la création de cette corps de garde, brigade de garde, qu'eux, ils devaient accompagner les vigiles qui protégeaient les industries. Parce que les vigiles ne peuvent pas ouvrir le feu, c'est la police. Mende dit que ce sont les vigiles qui ont fait usage d'armes létales et il ne l'a pas dit une seule fois. Il l'a dit à plusieurs reprises sur RFI, sur France 24. Je dis ce type est un grand menteur. Et vous avez parlé du gouvernement, c'est un gouvernement des affairistes et des menteurs. Ils continuent à mentir. Je crois même que Mende est pour le kabylisme, pour le régime de Kabila, c'est que Goebbels était pour le nazisme. C'est-à-dire un communicateur, un mensonge, un menteur, un démagogue. Voilà ce qui se passe. Donc la police est là, la police qui s'appelle corps de garde, pour soutenir les activités des vigiles. Mais ces vigiles-là, pour la plupart, nous vous avons dit, des grandes sociétés de sécurité privée, ce sont des mercenaires. Donc l'affaire des mercenaires n'a pas commencé avec Katumbi. Et Katumbi, peut-être, on lui fait porter le chapeau, malheureusement, parce qu'il a été de leur parti, comme pour dire que, quelque part, il savait comment ça fonctionnait. L'État recrute de mercenaires, nous avons donné des preuves. Nous avons cité Saracen International, que vous connaissez, qui protège les sites de la Bralima, mais aussi qui sont les accompagnateurs de beaucoup de vigiles qui protègent les multinationales. Et pire encore, ces sociétés, ces multinationales, ces sociétés de sécurité privée, mais ils ont leur siège non loin de la MONUSCO. Donc ce n'est pas l'affaire de Katumbi, c'est l'affaire du gouvernement congolais. Parce qu'il n'y a pas de loi claire sur le mercenariat. En fait, il y a un décret du ministère de l'Intérieur sur le mercenariat, mais ça, ce n'est qu'un problème de forme. Ce n'est pas Katumbi qui recrute des mercenaires, c'est l'État congolais. Et ces mercenaires-là sont proches de la police, de ce corps qu'on appelle police de garde, et ils donnent des formations à nos armées, mais ils sont à l'Est. Ils sont à l'Est, d'où toute la confusion, parce qu'ils viennent aussi de plusieurs unités et milices qui viennent de toutes parts. Par exemple, Top SIG, ou Saracen International, dont Salim Saleh, le grand frère de Museveni, possède 45% d'actions. Ces gens-là, ils sont déjà issus de 32e bataillon sud-africain, qu'on appelle le bataillon Buffalo, qui a sévi pendant l'apartheid. Et voilà pourquoi Mandela, en venant au pouvoir, a dissous ce bataillon et a interdit le mercenariat au Sud-Africain. Mais ces gens-là qui ont été recrutés du bataillon Buffalo, ils se sont répandus dans les pays voisins. Ils sont en Angola, et ils sont en Tanzanie, mais ils sont aussi au Congo. Enfin, le problème de mercenariat avec le gouvernement, c'est le gouvernement congolais qui doit commencer avec ce problème. Déjà, il n'arrive pas à régler clairement le problème des miliciens à l'Est, parce qu'il y a un massacre de différents groupes, entre autres aussi des mercenaires sur notre territoire. Donc ce n'est pas l'affaire de Katumbi. Je crois qu'on ne doit pas dire que Katumbi est à la base de massacres qui se passent maintenant à Beni. C'est des mercenaires qui sont sur notre territoire. On nous suit partout à travers le monde, c'est les micros du pasteur Bobo, on dit très très suivi partout à travers le monde. Même à Beni, on nous suit. Mais vous parlez de Beni. Qui sont les tueurs de Beni? C'est toute la confusion parce que
Ces tueries de Beni n'ont pas commencé aujourd'hui, Pasteur Bobo. Ça fait quand même 5 ans qu'on massacre des gens, ou plus, même plus de 10 ans, à l'arme blanche. Et le communicateur, c'est-à-dire le Goebbels du kabylisme, M. Lambert Mende et les autres, le Kinkié, ils ont facilement attribué les massacres aux ADF Nalou. Même la MONUSCO. Même la MONUSCO a attribué les massacres aux ADF Nalou. Qui ment? À qui profite le mensonge? Plusieurs travaux ont été effectués à l'Est. Mais aucun travail sérieux d'enquête du gouvernement congolais. Même la MONUSCO chancelle sur ce point. Mais qu'est-ce que les chercheurs ont constaté? Par exemple, je prends un cas, parce qu'il y a plusieurs groupes qui sont en train de travailler. Le groupe de recherche sur la RDC, qui est basé à New York, je peux vous montrer un peu l'image, on va montrer, qui a des enquêteurs congolais sur place, a constaté qu'il y a près d'une dizaine de groupes qui massacrent sur le territoire congolais. Entre autres, l'armée congolaise, les FARDC. C'est vrai qu'il y a des ADF Nalou, mais n'oubliez pas qu'en 2013-2014, avec Mamadou, toujours Mende nous a convaincus qu'on avait fini avec les ADF Nalou. Même la MONUSCO, en créant la brigade d'intervention, ils nous ont dit que c'était fini les ADF Nalou. Comment ils restent sur le territoire congolais? On constate que parmi les gens qui massacrent, il y a des groupes de gens qui parlent arabe. C'est toujours les ADF Nalou. On constate qu'il y a des gens qui parlent Kinyarwanda, qui sont bien ciblés, et c'est des éléments d'unité de l'armée nationale rwandaise. Ce n'est pas des ADF Nalou. On constate des éléments de l'armée ougandaise. Mais comment l'armée ougandaise massacre quelque part là où se trouvent les ADF Nalou, qui sont censés être une armée qui doit s'opposer au régime ougandaise. Donc les deux, au lieu de s'affronter sur notre territoire, les deux massacrent la population congolaise. Et il y a aussi des gens qui parlent anglais, beaucoup de gens qui parlent anglais. Bon, on sait que l'anglais est parlé en Afrique du Sud, en Ouganda, en Tanzanie, en Zambie aussi. Donc, il y a mixture de groupes. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il y a une brigade d'intervention de plus de 3000 hommes de la MONUSCO, mais qui n'intervient qu'en retard ou qui n'intervient pas du tout. L'armée congolaise, il y a eu un témoignage des soldats qui ont accepté de témoigner, mais à l'anonymat, plus d'une dizaine, si pas une vingtaine, qui ont dit qu'ils étaient non loin des zones de massacre, mais ils ont reçu l'ordre de leur supérieur hiérarchique de ne pas intervenir. Pire encore, ceux qui sont intervenus pour protéger une partie de la population, sans l'ordre de leur supérieur, ont été froidement exécutés. Et il y a aussi dans le rapport que nous avons ici, vous avez, on est entouré de documents, des témoignages de soldats, des FARDC, des Congolais, qui disent clairement qu'il y a eu un groupe dans notre armée qui a été envoyé pour massacrer la population, et chaque soldat congolais qui amenait une tête d'une personne décapitée recevait la récompense de 250 €. Vous avez preuve? Quel rapport de l'ONU? On dit justement, ça étonne le groupe de recherche qu'il y ait de telles pratiques. J'ai dit, nous avons rassemblé, vous avez vu le document que j'ai. Maintenant, on inculpe la MONUSCO, l'ONU, on inculpe le gouvernement congolais, surtout le groupe parlementaire, de mener des enquêtes. C'est les enquêtes qui feront des contre-expertises, qui permettront de dire que telle organisation qui a travaillé, telle recherche menée, telles affirmations a été vraie ou fausse. Figurez-vous, depuis qu'il y a eu ces massacres, il fallait que certains parlementaires originaires de l'Est fassent pression au Parlement, qu'on fasse pression au gouvernement pour mener des enquêtes, pour intervenir. On a massacré les gens, on se plaignait pendant plusieurs semaines pour qu'après on vous dise l'armée congolaise a commencé à contre-attaquer les massacres. Mais le massacre a déjà eu lieu. Pourquoi on intervient toujours si tard? Surtout que la MONUSCO a 17 000 hommes non loin des zones de massacre. Et il y a une brigade d'intervention, donc ce n'est plus seulement une force de maintien de paix. La brigade d'intervention peut intervenir à tout moment où il y a urgence. Pourquoi n'ont-ils pas intervenu pendant tout ce temps? Donc il y a deux difficultés. L'armée congolaise qui n'intervient presque pas, ce qui pose problème. La MONUSCO et la brigade d'intervention qui n'intervient pas et qui intervient vraiment en retard. Pourquoi? Et après, nous allons nous prononcer sur les chaînes de commandement qui massacrent. On vous a dit, il y a plusieurs groupes. Et les villageois témoignent que c'était des gens qui parlaient Kinyarwanda, c'était des gens qui parlaient Swahili, c'était des gens qui parlaient arabe, c'était des gens qui parlaient anglais. Donc c'est différents groupes. Mais il y a aussi des milices ethniques, bien sûr. Zéblé Congo, je vais rebondir. Pour vous, chaque tête coûte 250 $ à celui qui coupe la tête. Mais on pourra vous poser la question, qui finance ces opérations? Qui finance ces massacres? D'autres diront, peut-être c'est la guerre des religions. N'oubliez pas que Idi Amin Dada était musulman, ou il est devenu musulman par après.
Mousseveni a remplacé Idi Amin Dada. Idi Amin Dada était musulman jusqu'à la mort. Je crois qu'il a même habité en Arabie Saoudite. Qui finance? C'est pas des qui finance ces massacres? C'est pas une guerre de religion, c'est nouveau parce que dans l'histoire, on a vu beaucoup de guerres comme des croisades qui ont provoqué beaucoup de morts. C'est pas une guerre de religion, il faut gagner de l'espace. Je repose ma question encore. Qui finance les tueries à Béni? Ça, c'est une très bonne question parce que nous avons pointé du doigt d'abord les multinationales. En second lieu, nous avons pointé du doigt le gouvernement congolais pour s'en prendre à la suite à tous ces groupes qui massacrent chez nous parce qu'ils ont trouvé un terrain favorable. Mais la grande question, pour répondre à votre question, qui finance, qui massacre? D'abord, il faut dire que la guerre au Congo a tellement pris du temps que ça a donné aussi lieu à beaucoup de superstitions. Les gens commencent à croire à n'importe quoi. Déjà, au-delà du fait que vos confrères pasteurs font croire n'importe quoi aux gens, la passivité, mais il y a aussi une croyance du genre. À l'Est, maintenant de plus en plus, les féticheurs, les gourous, les pasteurs font croire peut-être aux gens que peut-être il faut violer un enfant pour devenir fort, pour devenir riche, pour devenir puissant. Il y a aussi des tendances, des mutilations qui sont liées à certaines pratiques, je ne dis pas religieuses, mais superstitieuses. Au-delà du fait que la guerre à l'Est, c'est tout simplement une élimination systématique de la population congolaise et semer la terreur. Pourquoi décapiter les gens? Apporter une tête, ça donne quoi? Parce que dans d'autres rapports, on dit aussi que les massacres à l'Est est un terrain favorable pour la vente des organes. Vous savez comment les organes sont recherchés de ce côté. Et voilà des genres de questions qui sont posées aussi par le groupe des chercheurs qui demandent, qui finance les massacres. C'est vrai que c'est les multinationales, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ils gagnent quoi? Ils gagnent nos matières premières, ils gagnent des terrains favorables, ils gagnent l'exploitation des pétroles. Ok. Mais ces officiers supérieurs hiérarchiques congolais qui ont donné l'ordre de massacre, qui sont-ils? Parce qu'il y a toute la confusion quand on donne l'ordre d'aller massacrer sa population. On parle maintenant de Congolais. J'ai suivi un procès à Minova, des militaires congolais qui avaient violé il y a 2 ans. Mais vous voyez des gens de la cour militaire qui étaient là, qui étaient en train de juger. Vous voyez 2 têtes qui étaient là, c'était des Rwandais. Pendant le procès, vous les voyez rire, comme si ça les intéressait, pas comme si ça les amusait. Mais le danger qui nous guette tous, c'est qu'actuellement, les tueries et les viols risquent de devenir ordinaires dans notre pays. Maintenant, les gens sont devenus tellement cruels, ils sont habitués à ce genre de violence que ça peut continuer et ça peut se perpétrer pendant longtemps, au risque d'une élimination systématique de nos populations. Et moi, je crois personnellement, et par rapport à nos groupes de travail, les 2 forces qui sont le plus visées, c'est-à-dire les ADF Nalu et les FDLR, croyez-vous qu'un jour ils vont encore rentrer chez eux? Parce que les ADF Nalu n'attaquent jamais le gouvernement ougandais. Les FDLR qui sont des Hutus n'attaquent jamais le Rwanda depuis que Kagame a pris le pouvoir parce qu'ils doivent aller récupérer le pouvoir là-bas. Ils sont sur le sol congolais et ils massacrent des Congolais. Mais des territoires qu'ils occupent et des villages, je crois qu'il faut diminuer en nombre la population congolaise pour qu'ils s'installent. Déjà, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Il y a des enfants qui sont nés là-bas avec ces groupes qui ont des vingtaines d'années. Des gens qui étaient pointés du doigt génocidaires quand ils avaient 10, 15 ans. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans la quarantaine presque. Donc c'est vraiment un danger que cette population soit éliminée. Donc je dis, quand vous dites qui finance les multinationales, le gouvernement congolais, surtout qu'on a en tête un Rwandais, quelqu'un qui vient de ce genre de mouvement, des milices, des rébellions, et c'est nous qui devons mener des enquêtes sérieuses, s'en prendre à ce gouvernement, et il est temps de mettre les moyens en jeu pour s'en débarrasser. Vous accusez le gouvernement, vous accusez la majorité, mais l'opposition, quel rôle joue l'opposition par rapport à cela? L'opposition, chaque jour, l'opposition veut le départ de Kabila, mais l'opposition aussi en parle peu. Dernièrement, c'est grâce, on pourrait le dire, c'est grâce à la diaspora qui a manifesté, la diaspora qui a levé les tons contre le massacre à Béni. Cela a poussé aussi les partis d'opposition, les leaders d'opposition qui ont commencé à parler timidement de Béni. Pourquoi notre opposition ne prend pas le massacre de Béni comme étant, ou le massacre à l'est du Congo comme étant leur priorité pour contrecarrer ou défendre notre pays? Ouais, l'opposition congolaise est ce qu'elle est. D'abord, c'est une opposition non armée.
il ne faut pas négliger le travail qu'ils sont en train de faire. Moi, je crois qu'ils sont quand même à féliciter. On a vu la marche de la fois passée. Mais on a toujours un problème que personnellement, je dénonce toujours. On n'anticipe pas assez. Que ce soit l'opposition, les Congolais en général, l'armée, on est trop à la remorque des événements. Souvent, on réagit toujours en retard. Et puis l'opposition, actuellement, il y a une fusion de l'opposition qui est aussi très controversée. Qui est opposant, qui ne l'est pas. Katumbi était dans la majorité, aujourd'hui il est devenu opposant. Kamer était un des fondateurs de PPRD, il est devenu opposant. Il y a des gens qui deviennent opposants, qui changent des facettes. Et on sait qu'il y a des opposants qui sont façonnés, qui ne sont là que pour Kabila. Alors, les vrais opposants, il y en a très peu. Et ce qui fait que l'opposition est... Maintenant, il commence un peu à s'organiser, mais il est inefficace, l'opposition, elle est inefficace. Il faut se le dire. D'où il faut aussi une responsabilité de la population, de la société civile aussi. Et là, il faut encourager la société civile par ses initiatives. Je vais vous donner aussi un autre cas qui est très important pour montrer que l'opposition, à la fois, reste silencieuse pendant que la société civile et la population prennent le devant. Vous savez, au mois de février, à Bombero, territoire de Bombero, toujours la partie est de notre pays, Kabila s'est octroyé comme ça ce territoire avec je ne sais quel contrat, avec la complicité de Mwami Kabare, donc le chef coutumier. Je ne sais pas pourquoi il a voulu ce territoire. Donc on doit expulser les gens. On a expulsé les gens dans une bonne partie de terre, presque un village, sous l'ordre de Kabila lui-même, Olive Lembe et Marcelin Sichambo. Même les hôpitaux, on a évacué les malades parce que le président, le chef Mwami Kabare a donné ce territoire au chef de l'État. Qu'est-ce que Kabila a à faire avec un territoire à l'est? Tout un territoire de Bombero. Et il y avait même un procès de la société civile qui a engagé des mouvements. Donc, ça n'a jamais été dénoncé par l'opposition et resté silencieuse. Mais là, c'est la population, la société civile qui a même organisé des mouvements de marche. Malheureusement, la police et la garde présidentielle ont tiré sur les gens. Donc Kabila s'est octroyé. Je ne sais pas s'il veut faire une ferme, chasser tout le village. On a même délogé les gens, les malades dans les hôpitaux. On a tout cassé, les écoles et tout. Mais l'opposition est restée silencieuse. Mais la population a pris des responsabilités. C'est comme ça que je dis, l'opposition travaille, mais la société civile en fait beaucoup. D'où toute l'énergie de la jeunesse dont on a besoin. Donc Kabila a beaucoup de comptes à nous rendre par rapport, par exemple, à ce cas de Bombero, où sa femme est allée expulser les gens. Est-ce que si l'argent circule, j'ai rebondi encore sur l'opposition. Vous avez déclaré Zeblé Congo, combattant intelligent, on vous suit. Il n'y a pas longtemps, quand vous avez parlé de l'affaire Bralima, que les musiciens congolais, les Ouérasson, les JBPLA recevaient beaucoup d'argent, de 50 000 €. Vous avez déclaré aussi que les hommes politiques congolais, les députés recevaient de l'argent. Est-ce que par rapport à Béni, le silence de l'opposition, le silence des hommes politiques, de la majorité, est-ce que les multinationales n'ont pas acheté ce silence? Le silence n'est pas acheté? Ce qui est sûr, c'est que à voir comment notre pays fonctionne, la corruption, nous sommes cités parmi les 10 pays les plus... Non, par rapport à vos enquêtes, est-ce qu'il y a des preuves? Parce que par rapport à la Bralima, vous avez des preuves que les autres recevaient de l'argent. Il y avait beaucoup d'argent qui circulait. Mais ici, est-ce qu'il y a l'argent là, l'argent? Mais notre pays est trop riche, tout le monde en vit, et l'argent circule partout. L'argent circule partout. Et il y a même des gens qui non seulement quittent l'opposition, mais qui sèment le désordre dans l'opposition. Vous entendez toujours des dessous de cartes. Vous conviendrez avec moi que François Mwamba, quand il a quitté MLC pour aller vers l'opposition, c'était des questions d'argent aussi. Il y a des gens aussi qui ont vacillé dans leur position. C'est pourquoi je reste un peu réservé par rapport à certains opposants. Excusez-moi, par exemple, Kamitatu. À un moment donné, quand il est allé vers la majorité, c'était des questions d'argent. Et aujourd'hui, il a quitté la majorité, il redevient opposant. Donc, c'est aussi un problème d'argent. Et beaucoup de gens qui vont au PPRD, c'est sans conviction politique. C'est juste un parti, un mouvement qui commence à créer de nouveaux riches en RDC. Et ça reste encore notre défaut grave, les Congolais. Si nous voulons trouver une solution à nos problèmes, il y a deux obstacles qu'il faut surmonter. Il y a l'égoïsme qui nous rend facilement corruptibles, et puis la peur. Les gens ont peur et les gens sont très égoïstes. Et tout est à faire dans les multinationales viennent chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des matières premières, parce qu'il y a l'argent. Les gens deviennent riches. Déjà à partir de l'émission que nous avons faite sur la Bralima, vous avez vu le montant? Et je vais vous donner un exemple. Il y a le salaire des parlementaires qui est connu. 8 000, 10 000 €, ok. Mais quand quelqu'un devient parlementaire chez nous, après 3 mois, vous le voyez construire une très grande maison, un grand édifice, mais même si avec 10 000 €.
En 3 mois, ça fait 30 000. Il faut qu'ils mangent, ils ont des véhicules, il faut l'entretien, ils ont des enfants. Mais quand vous voyez la valeur des maisons qu'ils construisent, c'est dans les 500 000, dans les 600 000. Comment il a pu gagner ça en si peu de temps? Pour voter certaines lois au Parlement, vous savez, certains parlementaires ont témoigné que les enveloppes circulent. Même pour qu'il n'y ait pas des mouvements assez graves contre le pouvoir, c'est de l'argent. On est encore corruptible. Bon, c'est humain aussi la corruption, il n'y a pas que les Congolais, mais l'argent circule trop facilement et c'est un grand défaut. On vous suit, nous sommes avec vous ici, c'est le micro du pasteur Bobo, MPB TV, ici c'est du professionnel. Nous sommes avec vous, l'argent circule, donc on tue nos compatriotes, on tue les autochtones, on tue la population et puis on donne l'argent et au gouvernement et à l'opposition pour que personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais pourquoi on tue? On pourra terminer ici. Donc, je disais, c'est le visage du capitalisme, faire le plus de bénéfices et le plus rapidement possible. La vie humaine n'a aucun prix. Si on a besoin d'exploiter un terrain pour le pétrole, les matières premières, on procède à ce qui est normalement crime contre l'humanité, c'est-à-dire déplacement forcé de la population. Mais on le fait. C'est un crime, mais on le fait. Ou alors, on les exécute carrément. Et comme dans la partie Est, c'est vraiment riche pour nous, on en profite. Je disais avant que ce groupe rebelle, les ADF Nalu, les Ougandais et les FDLR rwandais qui sont venus chez nous, ils n'ont pas l'intention de repartir chez eux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut occuper nos territoires, mais nos territoires sont déjà occupés par nos compatriotes. Alors pour devenir plus fort et essayer de tenir tête, qu'est-ce qu'on fait? On procède à ce qu'on appelle la parité démographique. On élimine le plus d'autochtones possible pour qu'ils soient ou qu'ils quittent les territoires ou qu'on leur laisse les territoires. À l'Est, il y a maintenant des villages et des villages qui sont occupés par les FDLR. Ils sont armés, ils sont à l'aise. Ils se comportent comme chez eux. Et chaque groupe qui massacre occupe quelque part un quartier ou un village. C'est ce qu'il faut faire. On tue les gens et aussi le fait qu'on sera moins nombreux à l'Est, ça permettra aux gens qui ont l'intention d'occuper définitivement l'Est de notre pays d'être plus à l'aise. Hein. Parce que vraiment, on va diminuer, on va quitter certains territoires qui seront exploités par les multinationales, qui seront occupés par les étrangers parce qu'ils les occupent déjà. C'est ça, 2 raisons pour lesquelles on tue. Les bénéfices, le capitalisme, les multinationales, mais aussi la parité démographique parce qu'il faut nous vider de notre population, vider les villages pour que ce soit occupé par les autres. Par exemple, les massacres de Beni. Dans le rapport que nous avons, la population lie la plupart des massacres aux migrations de populations qui parlent Kinyarwanda. Il n'y a pas que les militaires qui viennent. Dès qu'on voit un grand nombre de gens traverser les frontières, c'est-à-dire les militaires avec la population dans les zones où on massacre, pour que notre peuple ne revienne plus, ça figure dans le rapport, ces villages, du coup, quelques temps après, sont occupés par les nouveaux visages des gens qui parlent Kinyarwanda. Mais il n'y a pas que les gens qui parlent Kinyarwanda, mais aussi des gens qui parlent l'Ouganda, qui sont des Ougandais. Donc de plus en plus, ils ont changé de méthode. Ils massacrent chez nous, à grande échelle, ils repeuplent des gens d'origine étrangère, ce qui est dangereux. Mais Zéblé Congo, pourquoi notre opposition refuse de prendre comme cheval de bataille Congo occupé? Comme vous l'expliquez très bien, le pays est occupé, mais notre opposition se voit à la face. Notre opposition, c'est un peu comme on dit, la politique de l'autruche ne voit pas ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours l'argent qui circule ou ils sont pragmatiques? Je dirais que ce n'est ni l'argent, ce n'est pas non plus du pragmatisme, mais ils veulent faire du politiquement correct, ce qui est dangereux, parce que les mêmes personnes qui tiennent des discours officiels qui ne reconnaissent pas l'occupation, mais quand on est avec eux en privé, ils reconnaissent que nous sommes occupés. Bon, peut-être ils ont peur qu'ils soient taxés de propos discriminatoires ou xénophobes. Mais ça n'a rien à voir avec la xénophobie, dire que nous sommes occupés. Parce que ceux qui occupent notre pays, ils ne sont pas venus pacifiquement, ils tuent. On se plaint maintenant de Beni, ils tuent. Mais ils ne veulent pas trop insister sur l'occupation parce que déjà nous sommes occupés à la tête avec ce cheval de Troie, Kanambe, ce criminel. Ils ne veulent pas parler de l'occupation parce que dans le Sénat, il y a des étrangers, il y a Ruberwa, il y a Nyarugabo. Ils ne veulent pas parler de l'occupation parce que nous avons des parlementaires qui siègent chez nous, qui sont d'origine étrangère. Donc, quelque part, ils sont aussi coincés, comme je dis, parce que la plupart ont accepté Kabila au début. Ils l'ont accepté, ils ont fait partie de ce mouvement. Aujourd'hui, ils sont devenus opposants. Ils ne peuvent plus du coup changer la totalité de leur discours. Ça, c'est un.
Mais on a peur aussi de mettre en danger sa carrière politique par rapport à certaines pressions des multinationales, par rapport à certaines pressions de la communauté internationale qui veut qu'on accepte ce peuple-là, qu'on accepte ces étrangers-là comme des Congolais. C'est comme ça que je dis, s'il continue avec ce discours que nous ne sommes pas occupés, qui nous explique comment près d'une dizaine de groupes armés peuvent entrer facilement sur notre territoire, massacrer, rentrer chez eux ou rester chez nous. Ça, ce n'est pas une occupation, ça. Il faut qu'on fasse un dessin, il faut qu'on parle comment pour qu'ils comprennent que c'est une occupation. C'est ça le danger. Alors, si on utilise le langage correct, les gens comprennent notre problème. Si on n'utilise pas le langage correct, les gens ne nous comprendront pas. C'est quelque part aussi une complicité tacite. On est occupé, on le dit. Kabila est un Rwandais, il est venu du Rwanda, on le sait. Roubero est un Rwandais, on le sait, il n'a jamais été Congolais. Nous sommes occupés, ils viennent chez nous. La preuve aussi que nous sommes occupés, comment l'armée rwandaise ou ougandaise, ils peuvent entrer chez nous quand ils veulent, comme ils veulent. Ça fait 20 ans qu'on est en guerre, on est supposé bien sécuriser nos frontières. On est censé sécuriser nos frontières. Si on ne le fait pas, et je ne trouve pas d'autre mot. Donc, en résumé, je dis, toute la crise chez nous, c'est en 3 catégories. Il y a l'aspect politique, où il y a une mixture, il y a le dysfonctionnement. Il y a l'aspect sécuritaire, la population est massacrée et les frontières ne sont pas sécurisées à dessein. C'est à dessein. Et puis après, il y a l'aspect juridique de tous ces contrats frauduleux que Kanambe et son gouvernement sont en train de signer et que le Goebbels de leur régime, j'insiste, Lambert Mende et M. King Mulumba, qui est un flatteur, un autre menteur, ils passent à la télé pour justifier. Même pour le problème de bénissement, Kabila sauté, c'est les deux qui viennent nous justifier leurs sottises et leurs pitreries. On aura encore besoin de vous pour parler, Bralima, des multinationales, et puis le massacre à l'est du Congo, particulièrement à Beni. Mais on vous laisse 2 minutes. On vous suit partout à travers le monde. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez bien voulu faire passer, parler. Vous n'avez pas parlé. 2 minutes. On vous suit partout à travers le monde. C'est le micro du pasteur Bobo. Oui, moi, ce serait plus un message direct que j'enverrai à nos frères de l'Est, surtout de territoire de Bombero ou Kanambe, c'est vraiment à occuper ces territoires en expulsant nos frères et sœurs. Bon, s'il veut être président du Congo, il est censé lui-même être le garant de la loi et être le premier à respecter. Il y avait une expulsion brutale des gens dans toute une bonne partie du territoire, parce que sa femme, Olive, a participé, et Marcelin Tissambo, et la société civile a réagi, il y a eu des manifestations. Ces gens-là ne doivent pas se croire oubliés. Vraiment, je les encourage très fermement pour cet acte qu'ils ont posé courageux, et c'est encore un des dossiers que l'opposition n'a pas assez saisi. Et le deuxième dossier sur le territoire de Kampianga, dans le Kasaï, qu'on veut céder au groupe Bolloré, c'est dans le Kasaï, mais je n'ai pas encore entendu des leaders de l'opposition, les grands politiciens que vous connaissez, auprès duquel tout le monde s'agenouille. Je ne les ai pas entendus prendre ce dossier. Mais c'est quand même dangereux, parce qu'on va bientôt encore expulser les gens. On va occuper des territoires, mais on ne va pas construire des écoles. Ces gens-là seront dans la rue, seront sans abri. Déjà, les Congolais sont sans abri partout à l'Est. Personne ne s'en occupe. Ceux qui ont été expulsés au Congo-Brazzaville, jusqu'à aujourd'hui, dorment encore en dehors de stade. Mais pourquoi les leaders congolais ne se prononcent pas sur le dossier clé? Leur président, là, Kanambe, Azana Mbongo, Azana Biloko Ebele, pourquoi il a besoin de ce territoire de Bombero? Et pourquoi le Mwami Kabare, oui, par rapport aux droits fonciers, a-t-il procédé de manière légale à céder ça à Kabila? C'est des questions que l'on doit se poser. Et malheureusement, des grands dossiers sensibles, les gens se protègent leurs fonctions, leurs revenus, le peu d'argent qu'ils gagnent, ils n'en parlent pas. Et nous, c'est aussi notre tâche, Pasteur Bobo, de parler des dossiers comme ça clés. Et en fin de compte, je ne peux que remercier beaucoup de gens qui nous encouragent dans le travail, beaucoup de gens qui nous contactent, parce que quand on fait toujours ce genre d'intervention, il faut se dire qu'une bonne partie des gens vont vous encourager, comme les gens l'ont fait dans l'émission avec la Bralima, mais il y aura aussi beaucoup de détracteurs. Et nos détracteurs, nous, on n'en a rien à foutre, on continue notre chemin. Vraiment, surtout les proches, les plus proches, que peut-être on ne sait pas citer parce qu'ils aiment l'anonymat, ils sont nombreux, Bazé Bélé, vraiment, grand merci de tout cœur. Hommes et femmes, nous vous portons. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.